Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors pas de débrief aujourd'hui, hein, forcément il n'y a pas de match, c'est la semaine internationale, il y en aura une deuxième la semaine prochaine, on a 15 jours tranquillou au niveau du terrain et de l'AS Monaco. Mais là je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit peu un bilan du mercato, parce que je n'ai pas fait de vidéo pendant le mercato parce qu'il était beaucoup trop long, et enfin je veux dire ça servait à rien, c'était très aléatoire. Entre ce qui partait, entre ce qui arrivait, enfin bon, j'ai attendu que tout soit fini. Et là, on se lance un petit peu dans une vidéo bilan, un petit point général sur le mercato qui s'est terminé hier soir. Et on va analyser un petit peu dans sa globalité le mercato de l'AS Monaco, qui a été long, qui a été dur, qui a été assez épuisant pour nous, pour les dirigeants, pour les joueurs, j'imagine. Et on va décortiquer un petit peu tout ça. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les joueurs qui sont partis, je ne vais pas citer tout le monde parce qu'il y en a, vous allez voir que ça a été absolument gigantesque. Non, on va essayer d'avoir une vision globale, de voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui et surtout qu'est-ce qu'on attend du futur avec le groupe qui va rester avant le mercato d'hiver bien sûr, parce qu'il y aura très vite un mercato hivernal. Donc Monaco, c'était quoi? Ben Monaco, c'était quoi? C'était depuis les vacances, en fait, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se sont passées depuis pas mal de temps. On a eu Moreno qui est parti, on a Paul Mitchell qui est arrivé, on a Kovač qui est arrivé. Donc on a eu une véritable révolution, en fait, pendant les vacances. Et donc ça a amorcé, en fait, un début de mercato et un mercato derrière qui s'est avéré à l'image de Paul Mitchell et de Kovač, et surtout à bien garder en tête que l'objectif numéro 1 c'était de dégraisser. Monaco avait un groupe et un effectif absolument monstrueux avec des dizaines et des dizaines de contrats, des dizaines et des dizaines de joueurs qu'on a accumulés au fil des années, au fil des directions précédentes. Ça a été absolument une pyramide de joueurs. Et c'était pas possible de continuer comme ça. Paul Mitchell, Oleg Petrov, Kovač et compagnie, même nous on a bien compris qu'il fallait que ça s'arrête. Donc l'objectif c'était de dégraisser, de faire partir, de prêter, de vendre quand c'était possible, de réduire tous ces contrats, tout ce groupe, et d'essayer au final d'avoir un groupe pour Kovač afin de travailler un peu plus sereinement. On va voir qu'on y est quasiment arrivé. On est aujourd'hui avec un groupe d'une trentaine de joueurs, alors qu'au départ, il y en avait plus de 40, je crois, enfin des joueurs qui pouvaient accéder au groupe premier. On en a viré beaucoup, on en a prêté beaucoup. Il en reste encore, mais le travail a été titanesque de la part de Paul Mitchell, de Petrov, pour ce dégraissage qui était l'objectif numéro 1. Alors après ce dégraissage, bien, il a fallu penser aussi à des arrivées. On va voir que Paul Mitchell et Petrov et l'AS Monaco se sont beaucoup calmés là-dessus. On a vu que les années précédentes, on avait quand même des achats compulsifs de part et d'autre. On se rappelle des photographies avec Vadim Vassiliev, avec des flopées de joueurs, des flopées de jeunes joueurs, des dizaines de gamins qui arrivaient, des recrues par-ci, des recrues par-là. Et là, visiblement, ça s'est arrêté parce qu'on a quand même réduit les arrivées. On va voir qu'on en a eu pratiquement une par ligne, voire plusieurs. Mais ça a été très raisonnable. Moi, j'ai compté 6 recrues. Et donc ça, les recrues par ligne, nous allons en parler tout de suite. Et oui, les arrivées. On va parler des arrivées parce que c'est le plus rapide. On parlera des départs après dans la vidéo. Mais là, on va se concentrer un petit peu sur les arrivées. Donc, je vous parlais des lignes. Et en fait, on s'est aperçu que Paul Mitchell a essayé de renforcer toutes les lignes avec des joueurs qui sont censés être titulaires au fil des semaines. Donc, au niveau des gardiens, on a vu qu'on en a viré pas mal, ça on va revenir après. Mais en tout cas, on en a pris un. C'est-à-dire qu'on avait pas mal de jeunes qu'on a dû faire partir. Et on en a pris un, en fait, libre, qui s'appelle Manone, et qui est un vieux gardien. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un joueur d'expérience dans le trio de tête des Gaules. Et donc, on va partir sur le compte titulaire. Donc, on va voir qu'il y a une hiérarchie qui est très claire. Donc, le compte titulaire. Majeki, le jeune, qui lui sera le numéro 2.
Et le troisième gardien, donc Manone, l'Italien, qui lui a plus de 30 ans et donc qui sera le joueur d'expérience pour encadrer peut-être Majeki et pour faire un bon trio de gardiens tout au long de la saison. Donc ça c'est assez simple et c'est assez lisible comme recrutement. Défensivement, on a vu qu'on a perdu Glick, donc on a pris un patron, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un top joueur en défense, et on a trouvé donc Disasi de Reims. Alors on l'a payé 13 millions à peu près, donc c'est un achat correct pour un bon joueur de Ligue 1. Il a fait partie des meilleurs défenseurs l'année dernière du côté du stade de Reims, et donc on l'a pris à Monaco. Et c'est une bonne recrue parce que depuis que le championnat a commencé, on s'aperçoit que c'est quand même lui le patron dans la défense centrale, qui est beaucoup plus serein que Badiachil notamment, qui lui encore reste très jeune. Alors Disasi est très jeune aussi, hein, mais on voit qu'il a quand même plus d'assurance, plus de maturité au poste, et puis on voit que voilà, il est très très costaud. Il a pris un rouge là contre Strasbourg, c'est dommage. Mais on voit que c'est lui le boss en défense centrale, et je pense que c'est sur lui qu'on va compter sur toute la saison en Ligue 1. On a pris un autre défenseur, c'est-à-dire qu'on a pris un arrière-gauche. Alors je pense que Paul Mitchell a pris le jeune Caio Henrique brésilien pour être titulaire. Je suis pas bien sûr que Ballo-Touré soit titulaire tout au long de la saison. Je pense que Kovac il a une philosophie de jeu, un style de jeu qui doit coller à Caio Henrique. Alors personne ne le connaît, on ne l'a jamais vu, c'est peut-être un gros flop. Mais à partir du moment qu'on ne l'a pas vu jouer, qu'on ne l'a pas vu sur le terrain, je pense qu'on va le découvrir quand il sera prêt, parce que je crois qu'il est blessé là, mais bon, il est quand même dans une forme de réathlétisation pour le mettre dans les meilleures conditions dans les semaines à venir. Visiblement, il a déjà joué un match en amical contre Nice. J'ai pas vraiment eu de retour. Mais en tout cas, sur le poste de l'arrière gauche, donc on est parti sur Caio Henrique, brésilien, qui était à l'Atlético de Madrid, qui a été prêté dans plusieurs clubs au Brésil. Et donc on attend de le voir parce qu'on a quand même beaucoup d'espoir à ce niveau-là, parce que Ballo-Touré, c'est pas encore la sécurité sociale. Donc voilà, donc un gardien, 2 défenseurs dans ce mercato. Au milieu de terrain, on va voir qu'on en a pris un, voire 2, si on compte la première recrue qui a été Anthony Mouzaba. Mouzaba qui lui était, alors je sais pas si c'est une recrue sous l'ère Mitchell, j'ai l'impression que c'était un petit peu avant, sous l'ère Moreno. Mais Mouzaba est venu à Monaco en premier, et il est reparti directement au Cercle de Bruges. Donc on ne va pas en parler plus que ça, puisque lui il s'éclate en Belgique pour l'instant. Non, la recrue phare qu'on attendait aussi, c'était au poste de numéro 6. On attendait des gros noms, on a parlé de Brozovic pendant des mois et des semaines, on a vu que ça ne s'est pas fait. Même Brozovic est resté à l'Inter, donc finalement je pense que Monaco était intéressé, que Brozovic aurait pu aussi être intéressé par Monaco, mais qu'au final ça ne s'est pas fait. Et donc que le monsieur est resté à l'Inter. Donc on ne va pas disserter là-dessus, mais on a pris un jeune du Benfica, c'est-à-dire un joueur qui est considéré comme un gros espoir au Portugal et qui est une vraie sentinelle, un vrai numéro 6. Il joue un petit peu moins au Benfica, mais il est quand même considéré comme un super espoir, et il incarne quand même le projet qui reste celui de l'AS Monaco, de former et de faire sortir les futurs talents du football international. Donc j'espère que Florentino Luis jouera un petit peu plus dans les semaines à venir. Je pense que oui. Je mettrais bien une petite pièce aussi sur une titularisation pérenne dans les journées qui viennent. Peut-être pas Montpellier, peut-être pas les 2-3 prochains matchs, mais j'ai une petite intuition, je pense qu'il va être titulaire assez rapidement dans le 11 de Monaco. Donc Florentino Luis, voilà, gros espoir portugais, jeune, et qu'on attend étincelant au milieu de terrain de l'AS Monaco cette saison. Donc voilà, donc Manon, 2 défenseurs Disasi, Caio, Florentino Luis, le petit Mouzaba, lui qui est un joueur de couloir qui est parti au Cercle, et la dernière recrue qui est quand même peut-être la plus symbolique ou significative, c'est en attaque. Voilà, on a pris Kevin Volland, un joueur allemand qui joue au Bayer Leverkusen, qui était quand même assez réputé dans le championnat allemand, qui était un titulaire quasi indiscutable au Bayer, et qui est un très bon joueur de complément, qui peut dépanner avant-centre, qui peut dépanner sur les côtés, qui a sa bonne petite réputation et qui normalement devrait nous faire beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, beaucoup lui tapent dessus parce que son début de saison est moyen.
Mais comme je l'ai dit dans certaines vidéos, il n'est pas prêt, il n'est pas encore prêt. Et je pense que lui, il va être très très bon, mais pas maintenant. Il va falloir qu'il se mette dans l'esprit Ligue 1. Il va falloir qu'il trouve un poids de forme et une forme physique à 100% bientôt. C'est pas le cas. Je vous rappelle qu'il y a eu le Covid. Je vous rappelle que les championnats ne se sont pas terminés, n'ont pas recommencé en même temps. Et Kevin Volland n'est pas à 100%, mais quand il le sera, je pense que ça tournera beaucoup mieux. On a eu des bribes contre Strasbourg. On voit qu'il a des qualités, hein, et ça c'est indéniable. Mais soyons patients avec Volland, ne le jugeons pas trop vite, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, ça c'est au niveau des arrivées. Je vous ai fait un petit peu le tour de ce qu'on a pris. Et donc c'est avec ça qu'on va devoir composer toute l'année, avec, comme je vous l'ai dit, des recrues par ligne pour essayer de renforcer un petit peu tout ça par rapport à l'année dernière. Bon, maintenant on va attaquer le point noir. Le gros point noir de ce mercato qui est qui sont les départs. Le dégraissage était l'objectif numéro 1. Je pense qu'on peut dire qu'il a été atteint. L'objectif a été atteint de la part de Paul Mitchell. Il a réussi à virer beaucoup de joueurs. Alors certains diront que ce sont que des prêts et donc ils vont revenir l'année prochaine. C'est vrai, mais l'objectif c'était quand même celui-là. On a quand même arrêté beaucoup de contrats, on a fait beaucoup de prêts, on en a vendu aussi. Moi je compte une quarantaine de contrats en moins, ce qui est énorme, une bonne quarantaine. Après dans le groupe principal j'en compte à peu près 28 joueurs qui sont partis. Alors je pourrais vous les citer, hein. Je pourrais faire toute la liste, ça va être un peu long. Mais vous les connaissez comme moi, donc je ne vais pas les citer. Je vous dis, j'en compte 28. C'est parti à toutes les lignes. Dans les buts, c'est parti. Hein. Subasic, Benaglio, tout ça sont partis. Des défenseurs sont partis. Je pense à Glick, je pense à toute la clique. Je pense aux boulets qu'on avait au milieu de terrain. Je pensais aux boulets qu'on avait en attaque. Enfin bref, ils sont tous partis. Ils sont tous prêtés. Ils sont tous un petit peu partis dans la nature. Mais en tout cas, à Monaco, ils sont plus là. Et donc ça, c'était le travail à atteindre et il a été bien fait. Bien fait. Je vous dis, aujourd'hui, on compte un effectif de 30 joueurs, avec 3 joueurs qui, eux, n'ont pas réussi à partir en fin de mercato. Je pense à Aïd Benasser, je pense à Jemerson et je pense à Grand Cyr. Ils étaient à 2 doigts de trouver preneur, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'ils vont être réintégrés. Est-ce que Kovac va travailler avec 30 joueurs? Je ne sais pas. Je pense qu'il avait demandé, enfin de mémoire, dans une interview, il avait parlé d'un groupe idéal de 25 joueurs. Là, il en aura 5 de plus. Je pense que ça serait bien de réintégrer Jemerson, Grand Cyr et Aïd Benasser dans le groupe normalement. Je ne suis pas sûr qu'avoir un loft, c'est très bien. Je pense pas que c'est pas très sympathique pour les joueurs. Je pense que voilà, humainement, c'est bien qu'ils soient là. Ils n'ont pas trouvé preneur au mercato, c'est pas grave. Faisons-les jouer avec les autres. Peut-être qu'ils dépanneront quand il y aura une hécatombe de blessures, de suspensions et de Covid. Voilà, donc c'est un groupe de 30. Moi, je partais sur un 22 type assez clair. Là, par contre, je vais essayer de vous énoncer un petit peu ce que j'aimerais voir. Parce que visiblement, Kovac est parti sur un 4-3-3, il n'en démord pas, il ne le change pas, il veut rester là-dessus. Qu'importe les joueurs, il garde son système. Donc Kovac a l'air d'être quelqu'un d'assez têtu, d'assez fixe dans son système de jeu, parce que son système, c'est sa philosophie aussi. S'il veut faire rentrer ça dans la tête des joueurs, il ne peut pas changer tous les week-ends, il ne peut pas faire un 4-2-3-1 un jour, un 4-3-3 un autre jour, un 4-4-2 un autre jour. Un 4-2-4, je ne sais pas comme il fait en fin de match régulièrement. Non, on part sur un 4-3-3. Et donc, du coup, maintenant, on a les profils pour essayer de trouver cet équilibre-là. Quand les titulaires seront absents, les remplaçants devront être aussi au niveau. Donc, dans les buts, moi, je pars quand même sur le compte titulaire avec Majeki derrière. Arrière droit, j'espère voir Aguilar titulaire et Sidibé en remplaçant. Arrière gauche, on espère tous Caio Henrique. Ça sera peut-être Ballo Touré. En tout cas, ça va jouer sur ces deux postes-là. Donc Caio et Ballo au poste de latéral gauche. Défense centrale, donc là, il y a un petit peu de monde, mais on part quand même sur une défense titulaire. Badiachil à gauche, Dissassi à droite. Et les remplaçants, on hésite un peu. C'est-à-dire qu'on avait Pavlovic et Maripane, mais on voit qu'un jeune comme Matsima rentre, lui, assez facilement et fait des prestations
plutôt correct. Hein, donc lui, il peut gratter aussi du temps de jeu. Donc on part sur 5 défenseurs centraux, en sachant que Pavlovic, on ne l'a jamais vu, et qu'on peut avoir aussi la surprise Matsima. Milieu de terrain, donc milieu à 3, au poste de 6, on a Fabregas qui est en pleine forme en ce moment, mais qui va être suppléé par Florentino Luis. Et je vous dis, dans mon fort intérieur, je pense que Florentino Luis sera titulaire bientôt dans le 11 de Monaco. Donc on part sur ces 2 postes-là. Milieu de terrain en 8 sur les côtés, on va dire qu'on part sur un milieu de Tchouaméni, Fofana en 8. Et de l'autre côté, on a le petit Diop qui est en pleine forme, mais il ne faut pas oublier Golovin, qui lui est censé être un titulaire indiscutable, et qui devrait revenir après sa blessure, parce que je vous rappelle qu'il est blessé actuellement. Donc Golovin, Diop à gauche, Tchouaméni, Fofana à droite. Ça, les 6 milieux de terrain, on les a. Devant, alors devant, c'est là que ça se complique, parce qu'au niveau des 3 devant, on a Ben Yedder avant-centre qui ne bougera pas et qui n'a pas à bouger. Et puis derrière, on a le remplaçant, on ne sait pas trop qui c'est. Est-ce que c'est Jovetic, avant-centre? Est-ce que c'est Pellegrini, avant-centre? Pour l'instant, j'ai l'impression que Jovetic rentre un petit peu plus facilement que Pellegrini en cours de match. Mais maintenant, il y a les ailes. Et là, alors là sur les ailes, c'est un peu compliqué parce qu'on se retrouve avec, je pense, Folland qui sera titulaire à droite ou à gauche. On a vu que ça permutait quand même pas mal quand il y avait... l'ailier gauche qui pouvait être soit Jovetic, soit Gelson Martins, soit même Diop, Diop qui peut dépanner aussi un peu plus haut. Mais globalement, on part sur Folland à droite, Jovetic à gauche, Gelson Martins peut être aussi là, à gauche ou à droite, donc vous voyez que ça permute beaucoup. Puis après, on a des joueurs comme Goebbels ou Onyekuru qui, pour l'instant, eux, sont encore remplaçants, mais qui peuvent faire partie du 22 type pour Kovac. Mais pour l'instant, on n'a pas un trio de tête qui se dégage, à part Ben Yedder et Folland qui ont l'air d'être titulaires. J'ai l'impression qu'à gauche, on cherche un petit peu. Ça pourrait être Jovetic, il ne se blesse pas, et puis Gelson. Voilà, Gelson qui n'est pas très bon en ce moment, mais qui postule quand même à être titulaire quand Kovac doit choisir. Donc voilà, donc tout ça, ça fait un 22 type assez intéressant pour la saison. Et puis derrière, il va y avoir tous les jeunes qui vont graviter autour. Hein. Je pense à Enzo Milo, je pense à Matazzo, j'ai parlé de Matsima tout à l'heure. Vous voyez, on a quand même un groupe assez intelligent parce qu'on a 22 joueurs type au niveau des postes. Et puis derrière, on a les jeunes qui sont là derrière, qui gravitent et qui peuvent prendre du temps de jeu. Donc voilà, donc ça c'est pour le groupe principal qu'on va avoir toute la saison. Et donc pour ce mercato, comme je vous ai dit, on a réussi à virer tout le monde. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup trop. Et puis on a quand même gardé ces 3 joueurs qui devaient partir, Jemerson, Grand Cyr et Benasser, qui vont essayer de retravailler un petit peu avec les copains, parce que ça serait dommage de les foutre à la poubelle. C'est tout, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce mercato. On voit que c'est un mercato qui a été plutôt intelligent dans la globalité, c'est-à-dire que le dégraissage et les départs ont été effectués, il y en a eu énormément. Ça a été correctement réalisé. Et puis au niveau des arrivées, on peut trouver ça un peu moyen pour l'instant, parce qu'on n'a pas fait de grosses recrues. Voilà, je vous parlais de Brozovic tout à l'heure, on n'a pas réussi à le faire. En tout début de mercato, on parlait quand même de joueurs comme Jovic, Jovic du Real Madrid. On parlait de Kostic de Francfort, on a parlé de Haidara au milieu de terrain, on a parlé de plein de rumeurs comme ça qui n'ont jamais vu le jour. Mais globalement, ce qu'on a réussi à faire, je pense que ce sont des recrues intelligentes, parce qu'on n'a pas d'Europe cette année, on n'a que la Ligue 1 jouée, et que avec Kovac et avec Mitchell, on doit avoir une philosophie, un style de jeu qui arrive à nous propulser en haut du classement. Alors pour l'instant, on ne peut pas parler de podium parce qu'on n'est pas très bon dans les résultats et pas très bon dans la réussite, notamment face à des équipes faciles. On avait un début de calendrier facile, on n'a pas pris tant de points que ça. Et on va voir maintenant, dans les semaines qui viennent, comment on va se comporter face aux gros. Est-ce que Monaco va avoir le courage et, j'allais dire, les coucougnettes pour affronter les gros? On a vu que contre Rennes, ça n'a pas marché.
C'est la seule grosse équipe qu'on a affrontée. Dans 2 semaines, on affronte Montpellier et on peut voir que ça peut être aussi un gros test et que ça serait bien de le remporter pour souffler et respirer un peu plus. Mais globalement, le mercato, il est réussi en restant avec plein de points d'interrogation parce que c'est le début de saison et qu'on ne peut pas savoir ce que ça va donner dans 6 mois. Aujourd'hui, personne ne peut dire à quelle position sera l'AS Monaco en fin de saison. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est le début, il faut attendre que tout se mette en place. Et moi, j'ai dit personnellement que je commencerai à tirer un premier bilan après la 10e journée. On en a fait 6. Ça serait bien que les 4 qui arrivent, là, ce soit quand même synonyme de victoire, parce que si on se fait décrocher après la 10e journée, là ça va commencer à être compliqué. Ça je vous le cache pas. Mais là, c'est encore un peu trop tôt. On a pris des points par-ci, on a pris des points par-là, on en a perdu par-ci, on en a perdu par-là. Mais je trouve que le recrutement colle parfaitement au projet actuel et à la situation actuelle qui n'était pas facile. Il y a eu le Covid, il y a eu un mercato qui a duré 3 mois, il y a eu Moreno qui s'est fait virer, il y a eu Paul Mitchell qui est arrivé. Donc il y a toute une restructuration qui ne se fait pas du jour au lendemain et qui est encore longue et qui sera forcément pleine de beaux espoirs et de réussite dans les années qui viennent. Ça, j'en suis quasiment sûr et certain. Mais cette année, il va falloir hausser d'un cran ce qu'on voit actuellement. Et puis normalement, ça devrait le faire. Les recrues ne sont pas des manchots. On a des joueurs qui doivent encore grandir et se mettre un petit peu plus au niveau. Je pense à des joueurs comme Badiachil, par exemple, sur qui on met beaucoup d'espoir et qui fait encore beaucoup d'erreurs. Il est jeune, on a des jeunes, mais il va falloir vite qu'ils grandissent et qu'ils soient beaucoup plus efficaces dans les rencontres. Donc voilà, que dire que ce mercato est réussi dans le sens des départs et du dégraissage. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis maintenant, au niveau des arrivées, on attend. Ça paraît correct comme mercato au niveau des arrivées, mais on va juger bien après. Ne nous enflammons pas dans le mauvais côté, ni dans le bon. Soyons raisonnables, gardons la tête froide et regardons le terrain, regardons les résultats et faisons un premier bilan un peu plus tard. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait le tour de tout ce qui était mercato. Je les ai pas cités parce qu'il y en avait beaucoup trop, hein, mais vous les connaissez de toute façon, les joueurs qui sont partis. Vous savez très bien ce qu'on a fait, mais c'est bien de faire un petit tour d'horizon aujourd'hui, parce que le mercato s'est terminé hier et qu'on en est enfin sorti et qu'on va pouvoir penser au terrain. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis profitez bien de la trêve internationale. On se retrouve la semaine prochaine, enfin fin de semaine prochaine pour débriefer Montpellier, en espérant que ça bosse bien et qu'on soit flamboyant au Louis II la semaine prochaine. Dagemonegu, à bientôt.